Partenaire de la Voix de l'Amérique. Ici, la Voix de l'Amérique. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence par les titres. Les bases de la formation d'un nouveau gouvernement semblent posées en RDC et les tractations, nous le verrons avec notre correspondante sur place, vont bon train. Demain, oui. Quel était l'objet de cette réunion? Les manifestations sont loin de s'essouffler en Algérie alors que le président Bouteflika, toujours officiellement hospitalisé en Suisse, appelle à la vigilance. Quel avenir pour les immigrants aux États-Unis? Les démocrates au Congrès entendent se pencher sur la réforme du système d'immigration dès la semaine prochaine. Bonsoir. À quand la formation d'un nouveau gouvernement en République démocratique du Congo? C'est la question que beaucoup se posent dans le pays. Les partisans de Félix Tshisekedi et ceux de son prédécesseur Joseph Kabila sont parvenus à un accord hier pour mettre en place une coalition gouvernementale. Cette entente ouvre la voie à la désignation d'un formateur du gouvernement. Jusqu'ici, la question de l'identification de la majorité parlementaire revendiquée par le Front commun pour le Congo, coalition des partisans de l'ancien président Joseph Kabila, retardait la formation du gouvernement. Après des discussions entamées lundi par les deux regroupements, il ressort que le Front commun pour le Congo détient la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Cap pour le changement, la plateforme politique du président Tshisekedi ne compte, elle, qu'une cinquantaine d'élus sur un total de 485 députés de l'Assemblée nationale. Et pour parler beaucoup plus en profondeur de cette actualité, allons tout de suite à Kinshasa, où nous attend Anastasie Tudièche, notre correspondante sur place. Bonsoir Anastasie et merci d'être avec nous. On l'évoquait tout à l'heure, on se rapproche de la désignation d'un formateur du gouvernement. Tout semble indiquer que c'est le camp de Joseph Kabila qui en aura la responsabilité. Qu'est-ce que cela signifie? Bonsoir John, bonsoir à toutes et à tous. Eh bien écoutez, ça indique beaucoup de choses, on pourrait y consacrer tout un journal, mais disons ici brièvement que première chose que j'en dégage, c'est que les familles politiques des présidents sortants et entrants semblent s'engager à travailler ensemble. Le communiqué commun des plateformes Cash du président Tshisekedi et FCC du président Kabila demande notamment au président Kabila de désigner un formateur et au président Tshisekedi de le nommer, et ce, dans les plus brefs délais. Pourquoi ? Parce que le FCC du président Kabila revendique 330 sièges à l'Assemblée nationale sur les 432, ce qui lui donne une majorité plus que confortable. Or, la constitution congolaise, comme dans tout régime parlementaire semi-présidentiel, prévoit que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Alors, évidemment, ce postulat est controversé. D'aucuns considèrent que ce communiqué est en soi une violation de la Constitution, puisque le FCC, aussi bien que Cash, sont en réalité des plateformes électorales et non des partis politiques, des plateformes qui regroupent des groupes et des partis politiques. Ajoutons, John, que dans les vieilles démocraties de régime parlementaire et semi-présidentiel, le chef de file de la majorité parlementaire est de droit Premier ministre, c'est vrai en Belgique, en France, au Canada. En République démocratique du Congo, eh bien, le chef de file serait Joseph Kabila. Alors, s'il n'est pas intéressé par ce poste, il lui revient, à lui et à lui seul, eh bien, de proposer un autre nom. Félix Tshisekedi avait assuré qu'il refuserait d'être le président qui règne mais ne gouverne pas. Il va nécessairement avoir à faire des concessions avec le gouvernement sortant. Alors, officiellement, vous parliez, Anastasie, de Joseph Kabila. Il a quitté la présidence, mais certains observateurs pensent qu'il a toujours la main mise sur les affaires du pays. Quelle est la situation concrètement sur le terrain ?
Écoutez, John, on se souvient tous de l'interview accordée par le président sortant Kabila au journal belge Le Soir en décembre 2018. Interview dans laquelle il disait qu'après les élections, il se retirerait dans ses fermes. Il a tenu parole, Joseph Kabila. Il n'avait toutefois pas précisé qu'il y recevrait les présidents des groupes et regroupements politiques qui constituent le FCC. Et puis un peu plus tard, une semaine plus tard, les députés nouvellement élus du FCC toujours, sans compter les rencontres avec son successeur, M. Tshisekedi. On est assez loin de l'avis de Gentleman Farmer, si vous me demandez mon avis, John. Anastasie Tudièche, correspondante de VOA Africa Kinshasa, merci d'avoir été avec nous. L'Algérie vit toujours au rythme des manifestations contre un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Dans un message diffusé par l'agence officielle APS, le chef de l'État, toujours officiellement hospitalisé en Suisse pour des examens médicaux, appelle ce jeudi à la vigilance contre une possible infiltration de l'actuel mouvement de contestation susceptible, selon lui, de provoquer le chaos. Compte rendu, Jacques Aristide. Le vent de révolte sans précédent en Algérie ne faiblit pas. Avocats et journalistes donnent également de la voix. Ils sont descendus dans les rues d'Alger aujourd'hui pour réclamer au Conseil constitutionnel d'invalider la candidature du président Bouteflika au pouvoir depuis 20 ans. Nous sommes fatigués. Le peuple est fatigué. Ça fait, pour la majorité d'entre nous, on n'a pas connu d'autres présidents. Il est temps de changer les choses. Voilà. Dans son message écrit délivré à l'occasion de la Journée internationale de la femme du 8 mars, le chef de l'État algérien n'évoque pas le rejet de sa candidature, mais met en garde contre ce qu'il appelle une quelconque partie insidieuse. Nombreux sont les haineux à l'étranger à regretter que l'Algérie ait traversé la déferlante du printemps arabe. Je vous exhorte aujourd'hui tous, et en premier lieu les maires, à veiller à la préservation de l'Algérie en général et de ses enfants en particulier. Aujourd'hui encore, son directeur de campagne est venu nier toute dégradation de son état. La santé du président, dit-il, n'inspire aucune inquiétude et les examens qu'il a subis depuis plus de 10 jours sont bientôt terminés. Au Mali, 2 associations de défense de la culture Peul dénoncent la découverte de 2 fosses communes en Mondoro dans le cercle de Douenza, dans la région de Mopti. Les organisations Tabital et Kizal Boulakou affirment que 24 corps ont été exhumés et que les victimes seraient des membres de leur communauté. Mais les autorités locales disent ne pas être au courant d'existence de ces charniers. En Côte d'Ivoire, c'est à Amadou Soumaoro qu'il revient désormais de présider aux destinées de l'Assemblée nationale. Ce proche du président Alassane Ouattara a été élu aujourd'hui à la présidence de l'Assemblée nationale en remplacement de Guillaume Soro. Amadou Soumaoro, 66 ans, a obtenu 153 voix sur 158 votants. L'élection l'opposait à Jérémy Alfred Ngouam du PDCI. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, principale formation d'opposition en Côte d'Ivoire, dont les députés sont sortis de l'hémicycle pour dénoncer une modification unilatérale du mode de scrutin. Le Parlement ivoirien compte 255 députés, dont plus de 150 sont issus du parti au pouvoir, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Tout à côté, au Burkina Faso, un sujet qui continue de faire polémique. On se rappelle qu'un monument en hommage à Thomas Sankara, président du Burkina Faso, assassiné en 1987 et père de la Révolution, a été dévoilé le week-end dernier à Ouagadougou. C'était en marge du FESPACO, le Festival du cinéma africain. Mais voilà, les Burkinabés sont déçus, estimant que la statue en question ne ressemble pas au capitaine Sankara. Les précisions avec Irénée Herman Ombo. Mémorial à Thomas Sankara à Ouagadougou. Sous cette toile blanche, le monument érigé en hommage au président du Burkina Faso, assassiné en 1987 et père de la révolution du pays des hommes intègres.
Occasion pour les admirateurs du Che africain, tué lors d'un coup d'État après 4 ans au pouvoir, de contempler la statue de l'icône du panafricanisme tout en racontant son histoire à la jeune génération. Mais à la découverte du chef-d'œuvre, les Burkinabés sont restés sur leur soif. Vraiment, ce n'est pas la même personne qu'on attendait. Et puis, bon, c'est vraiment quelque chose qu'on doit reprendre. Sinon, ce n'est pas bon. Et effectivement, quand moi-même j'ai vu la statue là, à travers déjà le visage, ça m'a un peu choqué parce que ce n'est pas le visage de Thomas Sankara. Maintenant, les positions et autres, ça va. Les Burkinabés exigent cependant une restitution fidèle du visage de Thomas Sankara. Il faut revoir le visage, refaire ça selon le visage type de Thomas Sankara pour qu'on reconnaisse effectivement c'est l'homme. Érigé à l'initiative du Comité international mémorial sur les lieux du siège du Conseil national de la Révolution où Sankara a été tué, la statue en bronze mesure 5 mètres de haut. Sur le monument sont aussi représentés les bustes de 3 des 12 compagnons tués en même temps que cet héros de l'émancipation africaine. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré et l'ancien chef d'État ghanéen John Rawlings ainsi que des membres du gouvernement ont assisté à la cérémonie d'inauguration du mémorial. Ici, aux États-Unis, la question de la réforme du système d'immigration préoccupe les démocrates du Congrès. Ils entendent mettre sur la table leurs propres propositions après la fermeture partielle du gouvernement en début d'année à cause du projet controversé de mur à la frontière avec le Mexique. La Chambre des représentants qu'il dirige commencera à travailler dès la semaine prochaine sur la protection de centaines de milliers d'immigrants laissés dans l'incertitude par la politique d'immigration de l'administration Trump. Voyons cela avec ce reportage de Catherine Gibson. Le récit est de Jade Rivet. Pendant près de 3 mois, le débat sur la construction d'un mur à la frontière sud des États-Unis a empêché la Chambre des représentants, dirigée par les démocrates, de mettre en place sa réforme de l'immigration. Des centaines de milliers de personnes sont concernées, des sans-papiers arrivés aux États-Unis encore enfants, des réfugiés fuyant la guerre et les catastrophes naturelles, des groupes autrefois protégés par des programmes auxquels l'administration Trump a mis fin ou qu'elle a sévèrement restreints. Ce n'est pas seulement un traumatisme pour les personnes directement concernées, c'est un traumatisme pour notre pays. Pourquoi voudrions-nous qu'un récipiendaire de la bourse Rhodes soit obligé de quitter le pays, qu'un étudiant en médecine qui pourrait fournir des soins médicaux dont on a besoin ait à quitter les États-Unis? Donner la citoyenneté aux immigrants clandestins venus aux États-Unis alors qu'ils étaient enfants ne ferait que perpétuer l'immigration clandestine, ont fait savoir de hauts responsables du ministère de la Sécurité intérieure. Donc vous ne pensez pas qu'ils sont une menace pour la sécurité? Vous ne pensez pas qu'ils sont une menace pour l'économie? Je ne soutiendrai effectivement pas ce qui contribuerait à entretenir la crise prévalant à la frontière et la transformerait en facteur d'attraction. Les enfants retenus à la frontière méritent des soins médicaux appropriés et une représentation légale selon les sénateurs démocrates qui présentent une série de projets de loi en leur faveur. Toutefois, ils ont peu de chances de réussir dans un Sénat à majorité républicain. Par contre, les efforts de la Chambre pour protéger les immigrés enfants et réfugiés pourraient attirer un soutien bipartisan à l'octroi de la résidence permanente. En Afghanistan, une attaque au mortier visant une cérémonie à laquelle participaient des figures politiques a fait au moins 3 morts à Kaboul, selon des sources officielles. La cérémonie en question, marquant le 24e anniversaire de la mort du leader chiite, Hazara Abdul Ali Mazari, était retransmise en direct par les télévisions afghanes quand une explosion a retenti. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Mohamed Younous Kanouni, alors sur scène, a tenté de rassurer l'audience, mais immédiatement une seconde explosion plus forte a résonné, provoquant un mouvement de foule dans un concert de cris. Selon des sources sécuritaires, au moins 12 obus avaient été tirés, certains touchant des habitants alentours. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. Selon Nasrat Rahimi, porte-parole du ministère de l'Intérieur, le principal suspect a été arrêté par la police. Vous regardez Le Monde d'aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Dans ce journal, un gros plan sur Ramata Bakayoko, professeur d'université et première ivoirienne admise à l'Académie française des sciences d'outre-mer. Lutte contre le VIH-Sida, l'espoir reste permis. C'est du moins ce que laisse penser le patient de Londres, un séropositif dont l'organisme ne présente plus de traces du virus. Et puis en sport, Lionel Messi fait son retour en sélection d'Argentine. Ceci après 8 mois d'absence et à 3 mois de la Copa América au Brésil. C'est une actualité dont on a beaucoup parlé cette semaine, celle de cet homme séropositif qui est devenu en Angleterre le deuxième adulte connu dans le monde à avoir éliminé le virus du sida de son organisme. Lors d'une conférence à Seattle, le programme commun des Nations Unies sur le sida s'est dit être très encouragé par cette nouvelle. Paul-Émile Chabrel. Les scientifiques cherchaient un remède contre le sida depuis près de 40 ans, quand un homme britannique, anciennement séropositif, a éliminé le virus du sida de son organisme. Le Londonien n'est plus infecté après avoir reçu une greffe de cellules souches d'un donneur porteur d'une mutation génétique rare qui l'a rendu résistant au VIH. Nous avons attendu 16 mois après la greffe avant de nous arrêter pour nous assurer que le cancer était une rémission, que le patient allait bien et que les analyses montraient que les quantités de virus dans le corps étaient très faibles, voire nulles. Si ce traitement par cellules souches représente une avancée majeure dans le monde scientifique, il n'est pas encore adapté aux 37 millions de gens atteints du VIH dans le monde. En effet, il coûte cher et trouver un patient et un donneur compatible reste compliqué. L'opération est également douloureuse et risquée. Faire une greffe de moelle osseuse est une opération très compliquée. Il faut introduire un ensemble entièrement nouveau de cellules chez le patient, ce qui est encore un processus comportant un grand risque d'infection et potentiellement de mort durant l'intégration des cellules. Les chercheurs hésitent encore à parler de traitement définitif, mais insistent sur l'importance de cette avancée. C'est le deuxième patient à ne plus montrer aucun signe du virus du sida après une greffe de cellules souches. Les scientifiques continuent de chercher un remède au sida, mais savent maintenant que les patients peuvent être guéris ou au moins en rémission. Et en République démocratique du Congo, la riposte à Ebola ne parvient pas à maîtriser l'épidémie. C'est ce qu'affirme ce jeudi l'ONG Médecins sans frontières qui impute cet échec à la militarisation de la réponse et au manque de confiance des communautés affectées. À ce jour, près de 900 cas ont été enregistrés, dont 563 décès selon les autorités. La 10e épidémie d'Ebola a été déclarée le 1er août 2018 dans la province du Nord Kivu, avant de toucher quelques jours plus tard la province voisine de l'Ituri dans le nord-est. Les activités de riposte contre l'épidémie ont à plusieurs reprises été perturbées par des attaques dans cette région de la RDC en proie à des conflits. Ramata Bakayoko, professeure d'université, est la première ivoirienne à être admise en 2018 au sein de l'Académie française des sciences d'outre-mer. Cette scientifique de 64 ans a consacré plus de la moitié de sa vie professionnelle au monde universitaire et à la recherche dans son pays. Une brillante carrière que nous résume ici Blanche Sanou. Professeure titulaire en odontostomatologie pédiatrique, Ramata Bakayoko est la première ivoirienne à diriger des recherches sur les pathologies bucco-dentaires en Afrique. Sa carrière administrative commence en 1996 lorsqu'elle est nommée vice-présidente de l'université de Cocody. De 1996 à 2010, elle était vice-présidente en charge de la coordination des enseignements, et de la recherche et de la vie universitaire. Et c'est là que est partie l'idée de construire un pôle scientifique et d'innovation.
Doté de 2 laboratoires de pointe, le pôle scientifique et d'innovation de l'université Félix Houphouët-Boigny est considéré comme une mini Silicon Valley ivoirienne. Il abrite le programme WAVE, axé sur la sécurité alimentaire et financé par la fondation Bill et Melinda Gates, avec le soutien du département pour le développement international du Royaume-Uni à hauteur de plus de 7 millions de dollars. Madame Ly Bakayoko poursuit son ascension. De 2012 à 2016, elle est la première femme présidente de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, où elle gère 60 000 étudiants et 2300 professeurs. Une carrière qui va la conduire vers des responsabilités politiques. J'ai voulu être présidente d'université. Mais je n'ai jamais rêvé. Je n'ai jamais pensé, ça n'est jamais passé par l'administration. C'est pour ça que j'ai dit c'est le destin. Ministre de la Recherche scientifique de 2016 à 2018 et aujourd'hui ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Madame Ly Bakayoko salue les résultats de la recherche au service de la population en Côte d'Ivoire, un pays où les femmes représentent 67% de la main-d'œuvre agricole et assurent 60 à 80% de la production alimentaire. Et un qui connaît bien la Côte d'Ivoire, c'est Yacouba Ouedraogo qui nous a rejoint pour les sports. Yacouba, bonsoir. On commence par Madagascar. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. Enfin, un contrat pour le sélectionneur de Madagascar. Nicolas Dupuis a signé un bail qui court jusqu'en juillet, soit jusqu'à la fin de la CAN 2019. Forcément, il y a plus de sérénité, c'est plus facile de travailler quand les choses sont saines et bien tracées, a déclaré le technicien français. Coach des Barea depuis 2017, Nicolas Dupuis avait la particularité de travailler sans contrat, ce qui ne l'a pas empêché de qualifier Madagascar pour la première CAN de son histoire cette année. Rappelons que Dupuis entraîne aussi le club français de Fleury en National 2 depuis début 2019. Et puis, Lionel Messi fait son retour en sélection d'Argentine après 8 mois d'absence et à 3 mois seulement du début de la Copa América au Brésil. Le nom du quintuple Ballon d'Or figure sur la liste des joueurs convoqués pour les matchs amicaux contre le Venezuela le 22 mars à Madrid et 4 jours plus tard face au Maroc à Tanger. La dernière sélection de la Pulga remonte au 8e de finale du Mondial 2018, perdu contre la France et à l'issue duquel l'attaquant du FC Barcelone s'est mis en retrait de l'équipe nationale. À 31 ans, Messi rêve de remporter un grand championnat avec l'Albiceleste. En dehors du titre olympique avec les espoirs, il n'a encore rien gagné avec la sélection. Léo Messi a échoué en finale du Mondial 2014 et de Copa América en 2007, 2015 et 2016. L'athlétisme maintenant, plutôt le basket. LeBron James a dépassé son modèle Michael Jordan en NBA la nuit dernière en marquant 31 points face au Nuggets. King James a doublé Air Jordan. Il est devenu, avec ses 32,311 points en saison régulière, le 4e joueur le plus prolifique de NBA, derrière les légendaires Karim Abdul-Jabbar, Karl Malone et Kobe Bryant. Et devant le mythique Michael Jordan, il lui manquait 13 points pour dépasser l'ancien joueur emblématique des Chicago Bulls. Il ne lui a fallu qu'un quart-temps et demi pour y parvenir, mais LeBron James a aussi sans doute dit adieu au Playoff 2019 après la 4e défaite de suite des Lakers, surclassés à domicile par Denver, 115-99. Athlétisme à présent, on y est. Pour finir, le Kenya accueille les championnats mondiaux juniors dans un peu plus d'1 an, dans l'espoir de mettre en valeur ses futures stars. Les athlètes s'entraînent dur pour cela, mais les préparatifs de l'événement international sont au point mort, ce qui suscite des inquiétudes chez les coureurs. Suivez. Sur ce site d'Aïten, à 2400 mètres au-dessus du niveau de la mer, les travaux de construction des pistes d'athlétisme et des tribunes du stade de Kamarini sont aux arrêts. Aïten a pourtant été le berceau des champions kenyans de la dernière décennie grâce à sa quiétude. Nous n'avons pas un centre de formation. Vous vous rendez compte que pour les 3 dernières années, nous avions l'habitude de nous entraîner ici au stade de Kamarini. Et jusque-là, il est en cours de construction. Donc tous les athlètes souffrent maintenant. Nous n'avons pas une voie alternative pour nous former. Les athlètes sont obligés de voyager pour s'entraîner, comme ici à Eldoret, où ils doivent joindre une liste d'attente pour l'utilisation de la piste de l'université. Le gouvernement a avancé que les fonds alloués à la construction des stades ont été détournés à d'autres priorités et dit chercher de nouvelles sources de financement. Frustrés,
les athlètes ont décidé de prendre les choses en main. Nous avons pensé à réunir la famille des athlètes, faire appel au soutien de nos amis afin de lever des fonds pour finir la construction de cette piste de Kipchingo qui a besoin de mourane, une sorte d'argile et des installations de sorte que nous puissions nous entraîner, même si c'est au dernier moment. Les athlètes accusent le gouvernement de négligence à l'égard d'un sport qui fait pourtant la fierté des Kenyans. Ils estiment que les autorités n'ont pas tiré les leçons du passé. En 2018, le Kenya a perdu les droits d'hébergement pour le championnat d'Afrique des Nations en football pour retard dans les travaux. Vivement donc la fin de ces travaux. À demain. Merci Yacouba Ouedraogo. Parlons à présent du président Vladimir Poutine. Son amour pour les chevaux s'est encore manifesté ce jeudi dans une vidéo diffusée en Russie en prélude à la Journée internationale de la femme. On y voit le président russe caresser des chevaux et puis monter sur l'un d'eux, entouré de policières. Et à cette occasion, M. Poutine a laissé entendre que les femmes s'intéressent de plus en plus au travail dans les forces de l'ordre et que près du quart des employés du ministère de l'Intérieur sont des femmes. La cote de popularité du président russe est toutefois en baisse. En cause, la chute des revenus réels et la décision impopulaire du gouvernement l'année dernière de relever l'âge de la retraite. Et on termine par ces sonorités musicales de Rebecca Ormodia, une pianiste classique nigériane et roumaine. Après une formation à Bucarest, elle vit actuellement au Royaume-Uni et se passionne pour la promotion de la musique africaine. Ormodia fait un genre de musique créé par des compositeurs ghanéens et nigérians tels que Fela Sowande, Ayo Bankole, Joshua Uzogwe et Hakim Eiba, qui ont fusionné leur influence traditionnelle avec des compositions classiques occidentales. L'année dernière, Ormodia a publié « Ekele musique pour piano par des compositeurs africains ». Elle dirige actuellement la première série des concerts africains à la October Gallery de Londres. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé. Un clin d'œil à nos amis de Canal 3 Niamey. Demain est un autre jour. D'ici là, excellente soirée à toutes et à tous.